Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur le 92 pour ce troisième et dernier débat. Cette troisième et dernière rencontre autour du Salon CE avec un thème: faut-il changer les règles des plans de sauvegarde de l'emploi? Pour en parler, Pascal Lagru de Force Ouvrière et Patrick Benamou de la CFTC. Tout ça animé bien sûr par Jacques Lambert. Jacques, c'est à vous. Eh bien, bonjour, bonjour aux auditeurs de Lyon Première. Donc effectivement, troisième et dernier débat sur le Salon CE de Lyon où on va parler d'un sujet qui malheureusement n'arrête pas de faire l'actualité. C'est le plan de sauvegarde de l'emploi, autrement appelé injustement les plans sociaux. Et ça fait quand même quelques années qu'on a des assouplissements en matière de législation sur les plans de sauvegarde de l'emploi, sous le prétexte que licencier plus facilement peut permettre de créer de l'emploi. Alors, on va poser d'abord la première question à Pascal, et puis on posera la même à Patrick aussi, pour voir si les visions des organisations syndicales sont les mêmes. Est-ce que ces assouplissements, selon vous, ont facilité l'emploi? Si j'en crois les courbes du chômage, c'est pas évident, mais peut-être que vous, à l'intérieur, avez, selon les secteurs d'activité, une autre vision comptable de la chose. Alors la vision qu'on peut avoir sur la loi El Khomri, spécifiquement loi travail, sur les plans sociaux, effectivement, c'est même pas un assouplissement. Je pense que la terminologie pourrait être complètement transformée et devenir facilitation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On avait eu déjà antérieurement certaines évolutions. L'ex-ministre Macron, puisque maintenant il n'est plus ministre, et je le dis de manière complètement déconnectée de toute analyse politique, je veux le dire quand même, Macron a fait en sorte, Monsieur Macron, lui qui se présente comme un social, a été dans une véritable entreprise de démolition en ce qui concerne les PSE. Et comme vous le rappeliez, les PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, normalement c'est fait pour sauvegarder les emplois. Et là, non seulement le compte n'y est pas, mais on pense que l'assouplissement auquel vous disiez, que moi j'appelle facilitation, c'est qu'on a permis, et si vous voulez à un moment donné qu'on vienne dans les détails, moi je veux bien, on va dire de rajouter des couches sur ce qu'avait fait Macron et rajouter d'autres couches sur certaines libéralisations et facilitations qui avaient été faites avant. Aujourd'hui, rendez-vous compte quand même qu'avec cette loi travail, un employeur, s'il est confronté à quelques difficultés économiques temporaires, je dis bien temporaires, c'est-à-dire 3 mois avec un petit peu moins de résultats, et je dis bien un petit peu moins de résultats, je ne dis pas négatif, hein, c'est-à-dire qu'imaginons qu'il ait un bénéfice, impôt payé, salaire payé, de 100 000 euros, et que pendant 3 mois il a un bénéfice qui diminue, eh bien il pourrait légitimement invoquer, prétexter ce plan de sauvegarde de l'emploi, cette situation pour aller vers un plan de sauvegarde de l'emploi. Nous considérons que c'est non seulement une hérésie, mais c'est c'est une incohérence totale par rapport à une réglementation qui normalement est là pour sauvegarder les emplois. Et puis quand on sauvegarde des emplois, c'est qu'on est en situation difficile et pas simplement un petit passage ou un petit problème. C'est beaucoup plus... Moi je trouve que c'est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît, parce que ça veut dire que certains employeurs autant peuvent être particulièrement sensibles à leur carnet de commande et à une préservation de leurs bénéfices et de leur bilan, autant certains autres, et là je pense à des entreprises plus importantes, je ne parle pas du tout des chefs d'entreprise d'une centaine de salariés ou autres, je parle de fonds d'investissement ou de fonds de placement qui pourraient investir dans des groupes et qui diraient il faut que vous ayez comme variable d'ajustement un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi pour permettre qu'on dégage un peu plus de profit. Donc, Patrick, quelle est la vision de la CFTC sur la stratégie de facilitation du licenciement, sur la création d'emplois? Est-ce qu'il y a parce que certains ne le comprennent pas, on leur dit on va faciliter, donc on va être au chômage plus facilement, mais quand on est au chômage, on a beaucoup plus de mal à retrouver un emploi. Est-ce que c'est une réalité que vous ressentez, ou est-ce que c'est pas ciblé sur certaines catégories d'emplois, type l'industrie ou d'autres secteurs? C'est plus qu'une réalité. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Pour l'emploi, l'employeur va avoir une facilité, le mot est même un peu faible, je dirais, à licencier un certain nombre de salariés. À la base, ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, comme disait Pascal. C'est que
on doit tout mettre en œuvre pour empêcher, voire diminuer le nombre de licenciements. Alors, en plus, maintenant, on dit qu'il suffit d'avoir une baisse d'activité de 3 mois pour permettre cette mise en œuvre de plan de sauvegarde de l'emploi. Je trouve que c'est un peu facile. On va pouvoir licencier. C'est la variable d'ajustement du chiffre d'affaires. Les actionnaires veulent plus d'argent. On va jouer avec l'effectif de l'entreprise. Alors, qui dit, ça c'est mon interprétation, est-ce que les employeurs ne peuvent pas eux-mêmes jouer sur le chiffre d'affaires pour justement ajuster le nombre de salariés? C'est vrai que ça va être plus facile pour eux de faire sortir les salariés. Alors, dans ce qu'on a entendu de la loi El Khomri, c'est qu'ils veulent arriver dans le système anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on peut licencier plus facilement et on pourrait retrouver un emploi plus facilement. Aujourd'hui, on sort facilement, mais pour rentrer sur le marché de l'emploi, on l'a vu hier dans les débats, il va falloir trouver une activité, il va falloir trouver autre chose. Les chiffres sont là. Le chômage ne fait qu'augmenter, mais l'emploi ne revient pas. On sort d'une entreprise, on n'y rentre plus dès qu'on a passé un certain âge. Alors, Pascal, qui est peut-être un peu plus ancien sur les débats que toi, Patrick, de mémoire d'organisateur de débats sur les salons CE, je pense qu'une fois par an, on traite l'assouplissement des règles du PSE. Et ça doit donc faire 15 ans. Et depuis 15 ans, je n'ai pas vu la courbe du chômage baisser. Donc ça, j'allais dire, ce sont des chiffres bruts. Est-ce que dans les organisations syndicales, puisque là, bon, tu es chez FO, mais on représente des organisations syndicales, vous avez des analyses plus fines qui montreraient qu'il y a des baisses dans certains secteurs, mais qu'il peut y avoir des hausses dans d'autres secteurs et que ces assouplissements-là ont été utiles à la création d'emplois à un moment? Alors aujourd'hui, on peut pas du tout avoir une analyse en termes d'utilité. Parce que si on dit c'est utile, c'est que c'est une utilité qui aurait généré de l'emploi. Aujourd'hui, la réponse, elle est extrêmement claire. Non, il n'y a pas eu de génération d'emploi. Par toutes les mesures d'assouplissement et de facilitation de licenciement. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que dans ce secteur, il y a peut-être eu moins de licenciements, mais c'est uniquement par le fait que lorsqu'il y a des mises en place de procédures de plans sociaux et de départ, quand il y a une présence syndicale dans l'entreprise qui peut peser, là on se rend compte que dans les accords, dans les oppositions qu'on peut avoir ou les allers-retours avec l'inspection du travail, enfin, tous les acteurs qui doivent intervenir dans le cadre des présentations de plans de sauvegarde de l'emploi, on peut se rendre compte qu'on arrive à peser donc pour faire en sorte que ça limite énormément la casse. Je voudrais quand même, sur le commentaire de début, qui est de dire est-ce que pour le coup ça a vraiment servi et depuis 15 ans on n'y voit pas d'évolution de la courbe. Moi j'allais dire aujourd'hui c'est même encore pire, c'est la loi travail, une grosse partie de la loi travail et le volet sur les PSE est carrément issu du lobbying de M. Gattaz. Il faut dire les noms. Gattaz, Pierre Gattaz, président du MEDEF, a quand même extrêmement clairement dit qu'il faisait du lobbying pour pouvoir lui permettre de licencier. Et à un moment donné, son incantation régulière et récurrente, vous me direz c'est facile, c'est qu'une phrase à apprendre. Il disait, Gattaz, en permanence, si vous m'aidez à pouvoir permettre de licencier plus facilement, j'embaucherai massivement. Alors moi je vais vous dire, je vais répondre à ça deux choses. Un, monsieur Gattaz avait promis, alors qu'il n'avait aucune contrepartie et obligation, d'embaucher 1 million de salariés lorsqu'il y a eu le pacte de responsabilité. Et là, encore une fois, une véritable escroquerie mentale, aucune obligation. Et bien non seulement il n'y a pas eu d'obligation, mais il y a eu des résultats négatifs. C'est-à-dire que M. Gattaz s'est engagé à créer 1 million d'emplois. Je pense qu'il en a détruit plutôt qu'il n'en ait créé. Et deuxièmement, et je ne mets pas en cause les employeurs, je mets bien en cause leurs représentants. C'est le président du MEDEF que je mets en cause. Et le lobbying qu'il a fait, il essaye de nous faire croire, en rajoutant une couche supplémentaire, mais faites-moi faire en fin de compte ce que je veux, que je n'ai aucune contrainte, et vous verrez, j'embaucherai. Alors moi, il faudra m'expliquer quand même, quand on donne une permissivité à quelqu'un de faire moins, qu'est-ce qui peut le conduire ou l'obliger à faire plus? Voilà, c'est une bonne question qui va nous permettre pour une transition d'aller faire un tour dans nos studios à Lyon, Lyon Première, pour
un petit peu de météo, un petit peu de trafic. Et puis on revient dans 4-5 minutes.